Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog qui devrait être un peu plus court que d'habitude parce que j'ai pas vu grand chose récemment, voilà, hormis le Superman évidemment, dont je vous ai fait une vidéo spécifique hier. Vous excuserez ma tenue, mais il refait une chaleur insoutenable, donc bref. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu Ballerina. Déjà le dernier John Wick, j'avais pas pu le regarder jusqu'au bout, hein, alors que j'avais beaucoup aimé les premiers. Hein. Mais là, ça devenait, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne plus sur moi. Les combats ne ressemblent plus du tout à des combats pour moi. Alors c'était un peu le cas dès le début, mais là dans le dernier vraiment, c'est pas des combats que je vois, c'est des exploits de chorégraphie, de gymnaste, voilà. Donc c'est rigolo, c'est fun, mais bon. Ballerina avec Ana de Armas que j'aime bien, hein, c'est pas une actrice que je déteste. Je l'avais bien aimé dans Blonde, alors que j'avais pas apprécié le film, la démarche du film, je veux dire. Mais elle était assez exceptionnelle même. Et j'avais même bien aimé dans Eau Profonde, le petit film avec Ben Affleck, que tout le monde a défoncé. Et donc moi je vous avais fait un retour plutôt positif, quoi. Moi j'avais vraiment bien aimé. Il était pas parfait, mais j'avais pas crié à l'étron irregardable comme beaucoup. Et bref, bon, la Ballerina c'était vraiment nul. Vraiment pas bien. C'est beau, hein. Il y a des très belles scènes. Voilà, ça donne envie de visiter certains lieux. Je regardais. Cet hôtel existe-t-il vraiment? Oui, non. Mais à part ça, les enjeux, les scènes avec John Wick, c'est très mauvais. J'ai trouvé que c'était vraiment très mauvais. Là, Keanu Reeves, il est vraiment venu encaisser son chèque et il a bien raison. Mais voilà, pour le spectateur, on peut pas dire qu'il se régale. Bon, en tout cas, moi, je me suis pas du tout régalé. Un peu comme devant Brick, le petit film allemand assez ambitieux, hein, qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours, où on suit un couple, voilà, un jeune couple qui va très mal suite au décès de leur, enfin, à la fausse couche, il me semble. Hein, enfin bref, en tout cas, ils attendaient un bébé et le bébé est mort. Et ils vont se réveiller un matin en découvrant que leur appartement est prisonnier d'un mur super étrange, un fait de cubes imbriqués, etc., qui vont essayer de percer le mystère et réaliser que c'est tout l'immeuble qui est comme ça prisonnier voilà, de cette texture chelou qu'ils n'arrivent pas à percer. Bon, je vais pas vous spoiler, mais en gros, là, ils vont s'associer avec d'autres habitants de l'immeuble, c'est pas du spoil, pour essayer de fuir et enquêter pour comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un truc alien? Est-ce que c'est un truc humain? Est-ce que c'est contre eux? Ou il y en a un qui pense que c'est peut-être pour les protéger d'une menace extérieure. Bref. Voilà, parce qu'il y a eu un incendie dans une usine juste à côté. Est-ce que ce serait lié? Ça démarrait pas mal et puis au final je m'en suis totalement détaché progressivement, hein, mais et surtout ça prend une direction qui n'est pas celle du tout que j'avais alors envisagé, c'est pas le problème, mais espéré, enfin voilà. Donc bon, assez décevant, hein. Et le final très décevant. Le final bon bref, donc ça je vous le recommande pas. Qu'ai-je vu d'autre? Oh la vache les amis, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi les films de requins, c'est une longue histoire d'amour, et que j'ai voilà un seuil de tolérance, voilà, enfin assez élevé oui et non, parce que souvent je les défonce, mais en tout cas j'aime bien les regarder. Bref, Vlatipa que je vois sur un site corsaire, l'apparition du film Into the Deep. Oh, nouveau film de requin les gars, avec en plus, alors là c'est vraiment la cerise sur le gâteau gélifié, Richard Dreyfuss, voilà, carrément émotion quoi. Bref, je lance le film et je ne m'attendais pas à un chef-d'œuvre évidemment, mais c'est un film qui me fait de la peine, voilà, je tiens à le dire. Parce que au début, quand j'ai vu qu'il y avait Richard Dreyfuss, je me suis dit, je pense qu'il a un tout petit rôle, il fait une apparition, voilà, les dents de la mer, tout ça. Et au final, non. Il est très régulièrement à l'écran et il est très clairement très fatigué, diminué, je sais pas, il aura des soucis de santé. C'est super touchant de le voir, enfin moi ça... Une fois de plus, ça m'a ému, mais à un moment c'était malaisant parce que il sort des répliques catastrophiques. Le film est nul à chier au niveau de l'écriture, quoi. Évidemment, enfin c'est pas une surprise.
Mais moi qui ai tellement aimé Richard Dreyfuss, et là je fais pas référence uniquement aux Dents de la Mer, je fais référence à toute sa carrière, enfin il y a un milliard de films, Étroite surveillance, il y avait Le Clochard de Beverly Hills, enfin il y a, dans les années 80, 90, il y a énormément de films avec lui que j'adore et où il est extraordinaire. Donc ouais, là c'était un peu douloureux de le voir bon, et sans rien vous spoiler, mais alors là on se demande pourquoi je prends des gants. On va suivre une femme qui, quand elle était petite fille, a été traumatisée parce que son père, qui faisait de la plongée, a été attaqué par un grand requin blanc sous ses yeux, et depuis donc bah elle a peur de l'eau, elle a peur des grands requins blancs, ça alors. Et c'est ce grand-père qui est interprété par Richard Dreyfuss est un mix Wish, on a envie de dire, de Monsieur Miyagi et de Mickey dans Rocky. Donc c'est la fête aux tirades philosophiques de merde, mais alors vraiment c'est nul. Sur tu dois combattre ta peur pour dans ta vie avancer, ouh, mais ça n'arrête pas. C'est un dégueulis sans fin tout le long du film. Te marteler ça et c'est très 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 pas bon. Parallèlement à ça, elle va accompagner son chéri dans une expédition de chasse au trésor où ils vont faire une mauvaise rencontre. Et là je parle pas de pas de requins, mais bon. Évidemment, il va y avoir des requins. Il y a quelques scènes, voilà, c'est pas fifou. Il y a un petit mieux quand même au niveau de la CGI, je dois le dire. Les requins sont pas dégueulasses au niveau de la texture ou même du rendu. Mais l'image en elle-même est tellement moche que on n'y croit pas quand même. Hein. On n'y croit pas. Et alors, il y a vraiment des scènes. Je vais vous mettre 2-3 images, les copains, parce que vraiment, il y a une scène où elle est censée plonger donc alors, au milieu de la mer hein, pour récupérer des caisses qui appartiennent à des gens peu recommandables à base de substances, inutile de vous dire que c'est pas des fraises Tagada. Et donc on a des plans, et là, j'ai cru reconnaître la piscine de l'hôtel Richelieu à l'île Dorée où j'allais quand j'étais gamin. Tu peux pas croire 2 secondes c'est les fonds marins, quoi. Il y a aucun effort qui a été fait, putain. Ah non, ça fait de la peine en fait. Donc voilà. Et un final qui en surprendra plus d'un. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. On a d'abord une scène de face à face où elle se retrouve donc sous l'eau et il y a un grand requin blanc qui arrive vers elle, donc danger, crois-tu. Mais elle va faire un peu façon Karate Kid, j'ai envie de dire aussi, et puis aussi charmeuse de serpent. Mais charmeuse de serpent version requin blanc du coup. C'est tellement crédible. Elle va le fixer comme ça et le grand requin blanc va se mettre face à elle et on dirait presque qu'il lui sourit. Il m'a fait penser au requin dans Nemo. Je vais vous mettre une capture écran les gars. J'en pouvais plus. Là j'étais là, je disais c'est quoi ça? J'hésitais entre le rire et le facepalm quoi, mais un mix des deux peut-être j'aurais dû faire. Et après ça, là c'est vraiment la malaisance ultime. On a la séquence câlin. Séquence câlin, parce qu'elle le regarde avec amour et elle a vaincu ses peurs en fait. Elle a plus peur. Et donc elle va caresser le requin et le requin lui fait un câlin, comme ça il passe comme ça, oui caresse-moi, câlinou. Oh merde, putain ce que c'était à chier. Enfin c'est plus qu'à chier parce que c'est vraiment un message genre allez faire des câlins aux grands requins blancs dans la mer, les enfants. Ils sont très gentils en fait. Donc voilà, c'était de la merdasse, mais de la merdasse assez étonnante. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. C'est que tu regardes ça, t'es consterné, certes, mais tu es surpris. Et ça n'a pas de prix pour maintenir la rime. Le final du final, c'est le comble du malaise. On a le générique qui commence à défiler, et l'image est coupée en deux, et tu as Richard Dreyfuss, qui s'adresse au spectateur, mais en fait tu comprends qu'il s'adresse potentiellement... Enfin, en fait, il parle comme quand il parlait à la petite fille. Mais il regarde la caméra et il parle au spectateur en fait. Et il défend les requins. Donc ça c'est génial. Moi je suis pour la défense et la protection des requins évidemment. Mais complètement. Enfin, qui ne le serait pas, enfin par des gros connards quoi. Mais là c'est tellement mal écrit. C'est vraiment pour les petits enfants. Or c'est pas un film pour les petits enfants, c'est un film d'horreur. Enfin d'horreur. Ouais. Donc là, il est là, il dit sais-tu que dans le monde, les requins sont vraiment en voie de disparition. Ils sont traqués par de méchantes personnes pour leurs ailerons, les dents, qui sont revendus au marché noir. Si ça continue comme ça, sur la planète... Bref, tellement triste de voir Dreyfuss là-dedans.
Donc voilà, il n'y a aucune reco dans cette vidéo JDV, je suis vraiment désolé. Et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Ton avis sur la bande-annonce de L'Homme qui rétrécit de Yann Kounen. Alors moi j'adore L'Homme qui rétrécit, pour moi c'est un immense chef-d'œuvre, un peu comme le premier La machine à voyager dans le temps. Je l'ai vu ce film, mais je sais même pas combien de fois. Bref, ça me faisait un peu peur. J'ai regardé la bande-annonce. Moi Kounen, je suis vraiment pas fan. Hein. Je le déteste pas, mais il y a aucun film que j'adorais. J'ai tous vu quand même. Et Dujardin, ça dépend, mais il peut être très bon. Donc ça, c'est vraiment pas un souci pour moi. Le problème quand j'ai vu la bande-annonce, enfin le teaser, c'est déjà l'image. Je trouve l'image hyper moche. Les contrastes, la colorimétrie, tout ça, rien ne va. C'est pas du tout angoissant. C'est vraiment ultra cru. On dirait une pub pour une cuisinière. Enfin, ah merde, c'est chmo. Et alors la scène, on a un extrait d'une scène cultissime, hein, dans l'original en tout cas, avec, c'est adapté. Donc, alors je ne sais pas, si, je pense que c'est une adaptation du roman, mais je ne sais pas à quel point ça va ressembler, je pense beaucoup au premier film cultissime. Mais là, le chat, le chat, c'est vraiment très pas joli. Et j'ai même trouvé que c'était pas super propre. Les effets. Alors bon, attendons de voir. Mais bref, en tout cas, je suis pas du tout conquis ni même impatient. J'étais un peu curieux, un peu impatient, mais là, ça m'a bien calmé. As-tu regardé le concert d'adieu de Ozzy Osbourne avec Black Sabbath et as-tu lu ses mémoires? J'ai bien envie de m'y plonger, mais j'hésite. Alors, j'ai regardé beaucoup d'extraits des artistes que j'apprécie notamment. Donc, j'ai regardé Guns, Guns N' Roses. J'ai regardé Tobias Forge là, de Ghost, j'en ai regardé 2-3 autres aussi, hein. C'était vraiment globalement très cool. J'ai regardé quelques chansons de Ozzy, et là c'est l'effet Richard Dreyfus, enfin là ça m'a vraiment fait un peu mal au cœur, même si j'étais très ému de voir, enfin c'était très beau, j'ai trouvé, enfin on sent vraiment l'amour de son public, et lui il a l'air heureux, il a l'air touché, mais il a l'air surtout de se battre, enfin de souffrir. C'est ça qui était un peu compliqué, mais voilà, il a fait ce qu'il a pu, et voilà, c'était une très belle cérémonie, j'ai envie de dire, d'adieu. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, mais en tant que très grand fan d'Ozzy, c'était touchant, j'ai envie de dire. Mais bon, clairement, fallait que effectivement ça s'arrête, mais il est le premier à le dire, donc voilà. Après, il est vraiment saloperie de maladie, c'est l'horreur. Et alors le bouquin, je l'ai là. Je l'ai en VO, mais il existe une traduction française. Je sais pas laquelle tu envisages d'acheter. Je pense que c'est très bien traduit. Il n'y a pas de raison. Et tu peux foncer. Sincèrement, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Une magnifique autobiographie d'Ozzy Osbourne où en plus il raconte vraiment énormément de choses personnelles. Il a un regard très intéressant sur sa dépendance à l'alcool, enfin tout ce qu'il a infligé à ses proches. Vraiment magnifique bouquin. Donc je te le conseille. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue depuis que tu es sur YouTube et est-ce que tu comptes faire de nouveaux formats vidéo? Je te verrais bien faire des rétrospectives sur des artistes comme Stephen King, etc. Je sais pas trop. De nouveaux formats vidéo. En fait, tu sais, moi j'avance vraiment à vue, quoi. Je fais pas trop de projets. J'ai tort, hein, mais je me dis, tu vois, je voulais faire des critiques, des recos express, des trucs comme ça, et je manque de temps. Résultat, je me suis dit que j'allais maintenir surtout les journaux de vlog, parce que c'est vraiment sympa, quoi, d'échanger avec vous, en fait, contrairement aux critiques ou voilà. Mais j'aimerais faire plus de recos et j'aimerais bien faire d'autres formats éventuellement, des rétrospectives. Je pense pas que je serais très bon là-dedans. Il y a d'autres youtubeurs français qui font ça super bien, des vidéos biographies, mais carrément d'artistes. Donc je saurais pas trop quoi te dire. Est-ce qu'on me reconnaît dans la rue? Non. Non. Alors c'est arrivé, hein, par contre. Oui, c'est arrivé. C'est même arrivé une fois de façon assez étonnante dans le métro parisien. Où j'ai une jeune femme qui
qui me tape poliment sur l'épaule et me demande si je suis Alex de la fuite en vidéo. Et voilà, donc j'ai répondu que non, pas du tout. Enfin donc oui, j'ai répondu que oui, et c'était très sympa. Voilà, ça m'est arrivé aussi à des concerts. Voilà, bon à des concerts, ça me surprend moins. Voilà, ça m'est arrivé, je sais plus à quel concert. Ça m'est arrivé au moins à 2 concerts. D'être reconnu voilà par des gens qui viennent me faire coucou quoi. Donc ça arrive, mais c'est très voilà, évidemment c'est hyper rare et c'est bien normal. Je rappelle que 8000 abonnés c'est à la fois beaucoup bien sûr et à la fois très peu. Enfin voilà, je pense que les youtubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, oui eux les chances que quand ils se baladent il y en ait 1 ou 2 qui les reconnaissent, c'est réel. Voilà, pour les autres, à moins qu'ils aillent dans des lieux où tu augmentes tes chances de croiser des gens qui regardent de temps en temps tes vidéos ou juste connaissent ta chaîne, bon voilà. Quels sont les sujets concernant Michael Jackson dans les mémoires de Lisa Marie Presley dont tu doutes de la véracité? Ah, j'ai pas dit que je doutais de la véracité de certains trucs. J'ai dit que dans les propos qu'elle avait tenus, notamment sur donc Michael Jackson, il y en avait qui étaient assez douteux. Douteux parce qu'ils étaient comment dire à charge, c'est-à-dire qu'elle lui chiait dessus en fait, et parce que je pense, c'est pas forcément que c'était des mensonges, mais c'est que quand tu n'as pas le contexte, surtout concernant Michael, il y a des choses qu'il a pu faire, des réactions qu'il a pu avoir et qui sont pas géniales hein, humainement, mais qui ne sont pas non plus sorties de nulle part. Et quand tu connais le bonhomme, tu connais son passé, tu connais sa vie, enfin c'est quand même quelqu'un qui ne pouvait pas vivre normalement, évidemment, et ses faiblesses, enfin voilà, hein, ses peurs, enfin plein de choses, bref. C'est pas que c'est pardonnable, mais c'est compréhensible, voilà. Elle, il y a un moment, elle sortait juste des trucs pour choquer les gens, en mode, vous avez vu le freak que je me suis coltiné. Et il y a des trucs, vraiment, je soupçonnais que c'était pas forcément des mensonges, mais c'était très exagéré ou très déformé, voilà. Après, les exemples, bon, l'immaturité, par exemple. L'immaturité de Michael Jackson, hein, qui est réelle et que ne veulent pas voir les haters, par exemple, ceux qui ont décidé qu'il était coupable, notamment de maltraitance envers les enfants. Ben, elle est réelle, enfin, elle est plus que réelle. C'est des centaines de témoignages de toutes sortes de personnes, du business ou des proches ou des gens qui l'ont juste vu. Mais voilà. Et puis aussi de beaucoup d'enfants devenus adultes aujourd'hui, et qui racontent qu'ils ont vécu des choses avec Michael qui étaient totalement anormales, pardon, par rapport à un adulte, au comportement d'un adulte, mais qui n'étaient pas du tout malsaines. Ça n'avait rien à voir avec des trucs que c'est celle ou tendancieux, tout ça. C'est juste que Michael se comportait réellement comme un enfant. Voilà. Donc ça peut être très malaisant pour un adulte qui est spectateur de ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à un des mecs de Milli Vanilli là, qui a raconté il y a pas très longtemps que il rêvait de rencontrer Michael Jackson et que quand il l'a rencontré, je crois à Neverland, je sais pas quoi, il a commencé une partie de cache-cache et qu'ils étaient hyper déçus parce qu'ils voulaient parler avec lui business, musique, création, enfin ils voulaient avoir une conversation sérieuse. Et Michael était en mode régressif, hein, comme ça lui arrivait régulièrement. Et mais voilà, c'est la preuve que c'était pas un masque, un prétexte, tout ça. Bref, peu importe. Et c'est vrai que ouais, Lisa Marie, qui est pas du tout dans ce kiff-là, hein, où il y a des gens, il faut pas les pousser trop loin pour qu'ils redeviennent comme des gamins à faire des conneries, quoi. Moi-même, je peux assez vite vraiment régresser. Mais elle, pas du tout. Donc elle était juste consternée par certains trucs et tout, et elle avait apporté un jugement qui était assez méprisant, et partager ça publiquement, je trouvais ça assez moyen. Après, alors parce que j'ai reçu 2-3 messages en me demandant est-ce que ça concerne les enfants, etc. Pas du tout. Jamais. Et d'ailleurs, elle a dit et répété, et ça c'est tout à son honneur, et elle a même redit, peu avant de mourir, elle a quand même énormément passé de temps avec Michael au privé et en public et tout ça, mais alors vraiment beaucoup, enfin sans doute la femme qui a le plus côtoyé Michael au privé de toute sa vie, quoi, et à qui il s'est ouvert le plus aussi, personnellement. Et voilà, et elle a toujours maintenu qu'elle n'avait jamais, mais jamais, vu le moindre geste ou regard ou truc un peu de prédateur ou de... enfin voilà, tendancieux envers un enfant. Et d'ailleurs, elle ajoutait, et quand on connaît un peu Lisa Marie, on n'est pas étonné que si elle avait perçu ça en lui, elle l'aurait défoncé, mais au sens figuré et tout. Enfin, elle l'aurait défoncé, dénoncé. Enfin voilà. Donc bon,
Voilà pour ça. Non, je faisais juste référence, voilà, à à la façon de dire certaines choses. Je crois pas qu'il y ait de gros mensonges. Je pense qu'à la limite, les trucs où elle ment par omission, le plus, c'est au sujet de sa mère. Voilà, parce que sa mère quand même, il y a du dossier et je trouve elle prend des pincettes. Mais bon, c'est sa mère. Hein. As-tu vu le film Choke, adaptation du roman génial de Palahniuk? Ouais, j'avais vu le film Choke, j'avais bien aimé, mais sans plus, de mémoire. Je l'ai vu il y a longtemps. Le bouquin, par contre, était extraordinaire. Effectivement, j'adorais Chuck Palahniuk. Ça fait longtemps que je ne le lis plus, mais je sais plus comment s'appelait le bouquin avec des tournements d'avion. Oh là là, c'était génial. Iron Maiden, pour leurs 50 ans, ont une pêche de ouf. Le pauvre Ozzy sur son fauteuil m'a rendu triste. Ah bah tiens, voilà, un lien avec la question de tout à l'heure. Bah oui, pareil, ça m'a vraiment rendu super triste pour lui. D'autant que quand tu voyais, par exemple, Steven Tyler d'Aerosmith, qui, sauf erreur, a au moins le même âge, et qui a une pêche de dingue, voilà, tu te dis, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je t'ai découvert avec ta vidéo sur Rambo et de tes premières vidéos à aujourd'hui, je trouve qu'il y a un changement énorme. Je te sens bien plus à l'aise, plus détendu. As-tu travaillé là-dessus, genre entraînement rigoureux devant la glace, ou as-tu un secret? Non, non, c'est le temps, je me suis détendu, oui, ça c'est sûr. Les premières vidéos, j'avais vraiment un petit air de je m'excuse de vous déranger. Après, franchement, je me trouve presque attendrissant. C'est pas très agréable à regarder, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de... Mais bon, voilà, c'est le parcours. Enfin oui, c'est vrai que c'est le jour et la nuit, clairement. On se détend à force d'en faire. En fait, c'est tout ça. Je pense que c'est le nombre. En fait, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, tu te détends. Tu peux pas rester crispé comme ça. Ou alors, il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à se détendre, et dans ce cas-là, faut qu'ils arrêtent YouTube, quoi. Enfin, en tout cas, en facecam. Puisque tu parlais de Jean-Jacques Goldman, je voudrais savoir si tu as déjà écouté Taifang, le groupe dans lequel il a joué pendant la seconde moitié des années 70 avant de se lancer en solo. Si oui, est-ce que la musique de ce groupe te parle? On l'y entend chanter en anglais. Non, j'aime pas trop. Alors, j'aime bien sa voix, puisque c'est la période où il chantait assez haut perché, quoi. Un peu comme sur les deux premiers albums de Goldman, et qu'il déteste, hein, d'ailleurs. Et notamment, il déteste sa voix. Il a dit et répété un milliard de fois. Moi, c'est les albums que je préfère de lui. Enfin, c'est même les seuls que j'aime, en fait. Hein. C'est un Goldman aussi beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif, y compris dans les sujets. Hein. Il y a les textes de dingue hein, sur ces deux premiers albums. C'est assez étonnant. Il s'est vraiment assagi après. Taifong, non, j'accroche pas. J'accroche pas par rapport aux chansons elles-mêmes, en fait, que je trouve pas génial. Voilà. Que penses-tu des groupes punk hardcore qui ont sévi au début des années 80 comme Dead Kennedys, GBH, The Exploited, Discharge? Est-ce que la rage, la sauvagerie et l'esprit révolté qui les habitait t'ont à un moment touché ou interpellé? Non. Alors l'esprit machin, oui, mais c'est les arrangements du punk que j'aime pas. J'ai vraiment du mal avec le son punk. Tu vois, même les Stooges avec Iggy Pop, j'aime pas à cause principalement hein, des sonorités punk. Alors bizarrement, j'aime beaucoup l'album des Sex Pistols. Je ne saurais expliquer pourquoi. J'aime beaucoup les chansons. C'est un album que j'ai beaucoup écouté. Voilà, c'est un peu une exception. Il y a peut-être un ou deux autres groupes. Est-ce que les Misfits c'est punk? Pour moi, pas vraiment. Je sais pas trop quoi dire. Les Dead Kennedys, je connais, mais je suis pas jamais été fan. The Exploited, je sais qu'il y a deux trois chansons que j'aime beaucoup, mais voilà, non, ça n'a jamais été mon truc. J'ai jamais eu une culture punk parce que je suis jamais vraiment allé vers ce mouvement. Même je parlais de Iggy Pop avec les Stooges, mais il y a également Billy Idol avec Generation X, qui était quand même un groupe de punk. Et quand j'écoute Generation X, j'aime pas. Est-ce que tu as, comme d'autres, l'impression que depuis une vingtaine d'années, faire la première partie d'un groupe célèbre n'aide plus du tout à faire décoller, comme cela pouvait être le cas dans les années 70 et 80? Avant, faire la première partie d'une tête d'affiche connue pouvait aider des tas de groupes et d'artistes débutants anonymes à faire décoller leur carrière, booster leur vente de disques, le servir d'ascenseur social. Exemple, Guns N' Roses couvrait pour Aerosmith en 88, encore Van Halen qui avait volé la vedette à Black Sabbath. Aujourd'hui, on a l'impression que le public s'en fiche de la première partie. Certaines vont même dans les festivals pour ne voir uniquement que la tête d'affiche principale. Oui, les têtes d'affiche n'ont plus à craindre de se faire voler la vedette par la première partie, même si celle-ci est excellente. Le public serait-il devenu plus exclusif, moins curieux avec le temps? Je ne saurais pas te répondre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as totalement raison. Les gens s'en battent les couilles. Dans le meilleur des cas, ils attendent poliment que ça se termine.
Vraiment. Et c'est vrai que moi j'ai connu, dans les années 80 par exemple, fin 80, tout ça, des groupes où la première partie volait complètement la vedette à la tête d'affiche, et c'était impressionnant à voir. Je me souviens notamment du concert de Motley Crue, avec pour la tournée Dr. Feelgood avec Skid Row en première partie. Alors c'était au moment pile où Skid Row explosait partout, et était numéro 1 aux États-Unis d'ailleurs, avec leur premier album. Et le public était hystérique pendant la première partie de Skid Row, mais c'était le feu, quoi. Et quand ça s'est terminé, ils sont partis, ça s'est rallumé, et je sais plus si c'était le Zénith, je crois. Et toute la salle hurlait leur nom. Skid Row, etc. C'était, même moi je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et quand Motley Crue est arrivé, ils ont eu un bon accueil, mais pas, enfin, je veux dire que c'était pas du tout du même niveau. C'était choquant. Enfin, moi, ça m'a vraiment choqué, quoi. À l'inverse, j'ai vu plusieurs fois voilà, je parle régulièrement du concert de Cure, où la première partie, je crois que c'était Gene Love Jezebel, s'est fait huer pendant tout son set, mais te faire huer par toute une salle, je peux dire que ça fait du bruit, quoi. Et où, je me souviens, j'étais avec mon pote Hervé, on se retourne et tout, et on voit, dans la fosse, il y avait une marée humaine de doigts comme ça. C'était, mais de la violence, quoi. Et du coup, je me rappelle que le chanteur s'est arrêté et a fait des remarques, il était dégoûté, quoi. Enfin, il a fait des remarques au public, bon, donc c'était chaud. Et d'ailleurs, Robert Smith avait, me semble-t-il, le lendemain, dans une interview à Libé ou je sais plus quoi, fait un commentaire en disant qu'il avait honte de son public. Parce que lui, il choisissait ses premières parties et du coup, il souhaitait faire découvrir des jeunes groupes qui kiffaient. Voilà. Donc, mais t'as totalement raison. Je n'assiste plus du tout à ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, les groupes, dès qu'ils percent, ils font des tournées en tête d'affiche, en fait. Et mais ils ne font plus de tournées vraiment en première partie. Dès qu'ils vendent un peu. Parce que là, par exemple, les exemples que tu me cites, c'est intéressant parce que Guns, ils étaient déjà un peu connus. Van Halen, pareil. C'était pas les tout débuts, quoi. Ils étaient pas inconnus, quoi. Et du coup, comme ils étaient un peu connus quand même, voilà, il est arrivé qu'ils volent la vedette complètement à la tête d'affiche, quoi. À propos de John Cena, est-ce que tu attends avec impatience le lancement de la 2e saison de Peacemaker? Mais carrément! Même si j'ai vu un teaser là et j'ai un petit peu peur. Mais on verra. Mais vraiment, je suis sincère, hein, j'ai pas juste aimé, j'ai adoré la première saison. As-tu vu ce petit film sympathique de 92, Un faux mouvement avec Bill Paxton? Les premières 15 minutes sont assez marquantes, la suite est plus classique dans son traitement. Ouais, j'avais vu ce film, j'aime beaucoup Bill Paxton. Et c'était très bon. Je l'ai pas revu depuis les années 90. Quel est pour vous le plus grand compositeur de films entre Morricone, Schifrin, Carpenter? Lalo Schifrin, pour moi, c'est vraiment un génie. Enfin, c'était un génie. Je le place devant, mais c'est très personnel, hein, évidemment. Ah non, alors attends. Ouais, ta question, elle est un peu piège. Quel est pour moi le plus grand compositeur? Je pense que factuellement le plus grand c'est Morricone, mais mon préféré c'est sûrement ça se joue entre Lalo Schifrin et John Carpenter. John Carpenter, c'est lui qui a fait les musiques de films qui m'ont le plus marqué, c'est certain. La musique d'Halloween, le thème d'Halloween, c'est un chef-d'œuvre pour moi, vraiment. Et pas que, enfin il y a d'autres films dont la BO de Carpenter, je la trouve incroyable. C'est celui qui me parle le plus, Carpenter. Mais Lalo Schifrin, tellement de chefs-d'œuvre. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Alors là tu m'en cites que 3, mais moi dans les plus grands compositeurs de tous les temps de films, etc., je mets John Williams, évidemment, par exemple. Avez-vous vu le film Hobo with a Shotgun avec Rutger Hauer? Il y a une horreur dans tous les sens du terme. Oui, je l'avais vu. Et je pensais me marrer en mode Grindhouse, là, film à la Rodriguez ou Tarantino crade. Et voilà, non, c'était vraiment pas bon. Connaîtrais-tu le film Miracle Mile de Steve de Jarnat? Ouais, on en a parlé d'ailleurs dans un JDV, mais il y a très longtemps, peut-être dans les premiers JDV. Et c'est un film culte, alors méconnu, mais devenu culte, c'est-à-dire que les gens qui aiment ce film l'adorent et en parlent beaucoup. Je comprends son charme, enfin je perçois son charme, mais j'avoue que c'est un film qui, moi, ne m'a jamais touché. Je l'avais revu du coup il y a peut-être 2 ans quand on en a parlé en JDV, et non, ça l'a toujours pas fait. Par contre, ouais, il a un ton qui est tellement unique. Tu sais pas trop ce que tu regardes, quoi. Et ça c'est chouette. Mais non, je suis pas fan de ce film. Je voulais savoir si tu as lu Sous le soleil de Satan de Bernanos et si tu connais Alphonse Daudet. Ouais, alors je l'ai lu, mais quand j'étais ado. J'ai beaucoup aimé.
mais je n'ai jamais lu autre chose de Bernanos, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais ça ne m'a pas... Putain, est-ce que c'est pas mon prof de français qui avait demandé de le lire? C'est possible, j'ai un doute. Mais je pense, parce que je crois pas que c'est de moi-même que je suis allé l'acheter et le lire, quoi. Alphonse Daudet, je connais, mais ça me touche pas énormément. Mais j'en ai lu, tout à fait. As-tu vu 28 ans plus tard, où j'ai raté un épisode? Non, tu n'as raté aucun épisode, je n'ai pas vu 28 ans plus tard, ça fait partie des films, je n'ai pas vu F1 non plus, et j'ai pas vu Jurassic World, bon, je le verrai quand il traînera sur un site Corsair, mais non, parce que c'est pas des films, tu vois, 28 jours plus tard, je l'ai revu il y a pas très longtemps, et je trouvais ça bien, mais sans plus. Dans mes souvenirs, c'était bien meilleur. Voilà. Et là, 28 ans plus tard, j'ai quelques potes qui l'ont vu, et là, les retours étaient pas dithyrambiques. Donc ça m'a un tout petit peu calmé. Est-ce que tu as vu le film Haute Tension d'Alexandre Aja? Je sais que le twist ne marche pas du tout. Néanmoins, j'adore ce film, notamment grâce à son ambiance magnifique et horrifique à souhait. Je suis exactement comme toi, c'est-à-dire que Haute Tension, je l'ai vu à sa sortie, je l'ai revu un peu plus tard, et j'aime tellement l'ambiance. Il est beau aussi, la photo est magnifique. Le ton, j'adore. C'est dommage qu'au niveau de la narration, vraiment du scénar, quoi. Putain, c'est trop tiré par les cheveux, c'est pas possible, quoi. C'est dommage. Parce que je suis exactement comme toi. À part ça, j'adore ce film. Je l'ai d'ailleurs. Je l'ai en DVD. Je trouve que c'est un film réussi, malgré voilà, c'est quand même un gros problème, mais ça ne gâche pas son visionnage. C'est juste que du coup, tu te dis que c'est vraiment un film à prendre à la légère. Alors que c'est dommage parce que tout le reste, c'est pas léger et ça marche. Donc c'est con. As-tu déjà vu les films La Nuit se traîne et Vincent doit mourir? Et qu'en as-tu pensé? Aurais-tu des suggestions de films dans la même veine? Non seulement j'ai vu ces deux films, mais je les ai recommandés sur ma chaîne. Mais tu es sans doute un abonné trop récent, donc ça devait dater de leur sortie. Vincent doit mourir, oui c'est sûr, ça date de sa sortie. La Nuit se traîne, je l'ai découvert grâce à Merège, qui l'avait vraiment recommandé très chaudement. Et du coup je l'ai vu et j'ai adoré. Il était même, La Nuit se traîne, il était dans mes coups de cœur de l'année de sa sortie. Voilà, il était dans mon top 10, quoi. Donc j'ai énormément aimé ce film, et Vincent doit mourir, je l'ai défendu, j'ai beaucoup aimé. C'est pas parfait, il y a des défauts, mais les qualités sont tellement énormes que moi j'ai eu beaucoup d'affection pour ce film. Je préfère La Nuit se traîne, hein. Pour moi La Nuit se traîne c'est très au-dessus de Vincent doit mourir. Mais j'ai aimé les deux. Je ne regarde pas en général les... Ah oui putain. Alors les amis, on arrive à la fin du JDV. J'ai copié parce que c'est très rare que ça m'arrive. Hein. Vraiment j'ai beaucoup de chance. Mais parfois, pardon, j'ai des haters, des trolls qui viennent perdre du temps de vie. Hein. C'est ça qui me chagrine à chaque fois, c'est que je me dis, c'est des gens qui disent, est-ce que je vais regarder les choses que j'aime et parler à des gens que j'aime, ou est-ce que je gaspille ce temps que ça me prendrait en allant regarder des choses que je n'aime pas et dire à des gens que j'aime pas que je les aime pas. Ah, c'est un mindset que je ne comprendrai jamais, quoi. Mais jamais. Alors, généralement, c'est des gens assez jeunes. Hein. Du coup, ils pensent qu'ils sont immortels et que c'est pas grave de gâcher du temps. Mais je suis très sérieux en plus. On dirait que je vanne, mais je suis sérieux. Je pense que c'est vrai. C'est des gens en fait qui se disent je peux bien gâcher 8 heures à aller regarder toutes les vidéos de connards que je peux pas piffer et à perdre mon temps à leur dire, alors que clairement ils en ont rien à foutre, quoi, puisqu'on se connaît pas. Mais voilà, donc je suis immortel. Plus tard, je ferai attention à dépenser mon temps plus intelligemment et de façon plus plaisante surtout. Voilà. Après, il y a aussi ce dont je parle de temps en temps, qui est la dépendance à l'énergie négative. J'en ai parlé une fois, et c'est un phénomène ultra répandu et surtout ultra nourri par les réseaux sociaux. C'est-à-dire en fait la sensation plaisante d'être énervé, d'être contrarié. Et c'est les gens, on voit sur X par exemple, ils s'ennuient en fait, ils se sentent pas nourris s'ils ne sont pas dans le conflit avec un sujet, une personne, enfin des personnes. Et du coup ils vont chercher en fait ce qui les dérange. Voilà. Il y avait un dessin très drôle d'ailleurs à une époque dans le Canard enchaîné, où je sais plus, où tu avais une nana qui disait à son mari, viens, le dîner est servi, et le mec était sur un ordi, il disait attends, je cherche des trucs qui vont m'offenser. Et ben voilà, il y en a beaucoup, c'est comme ça. Et donc moi c'est très rare que j'ai des gens qui perdent leur temps à me laisser des commentaires de merde, quoi. Mais là, j'en ai eu une, alors une, on ne peut pas savoir, hein. Mais en tout cas,
le pseudo c'est féminin, qui m'a laissé un message et après elle m'a relaissé un message mais avec un autre compte, et quand j'ai regardé les deux comptes c'est clairement la même personne, donc je pense que c'est un troll, quoi. C'est des comptes vides, tu sais, hein, voilà, qui sont créés et il se passe rien. Le premier message c'était: je ne regarde pas en général les vidéos d'extrême droite et pourtant je te regarde. Voilà. Bon, là en fait le truc c'est que moi je vois ça, c'est pas non plus tu te dis juste que la personne est bête, quoi, mais moi je réponds, mais j'ai peut-être tort, hein. Donc moi je lui ai répondu, et je répondais à un truc que j'ai déjà dit en JDV, et vous m'aviez tous compris, enfin franchement, mais il y en a pas un qui m'a dit non, non, j'avais même été agréablement surpris, quoi. J'avais expliqué que je suis apolitique, mais apolitique avec un A comme allergique, c'est-à-dire que, mais c'est pas un choix, je ne me retrouve ni à gauche, ni à droite, et je suis régulièrement choqué par des propos qui sont tenus à gauche et à droite. Enfin, donc au final, je n'ai pas la chance, en fait, comme beaucoup de gens, d'être un convaincu par une orientation politique. Donc voilà, donc je suis un peu sur le bas-côté, je regarde les gens se tirer dessus, voilà, et je me sens un peu pas, comment dire, pas anesthésié, mais je suis pas indifférent, je suis pas indifférent à ce qui se passe dans le pays, par exemple, mais pour moi, personne n'a de solution, ça raconte que de la merde, bon. Donc voilà, donc ça n'a pas la politique, par exemple, n'a pas du tout un rôle important dans ma vie, et il y a des gens pour qui si, et c'est totalement respectable. Donc moi voilà, donc je réponds juste ça, donc je dis ben non, tu vois, je suis pas d'extrême droite, toi, je suis pas d'extrême gauche non plus, je suis ni de gauche d'ailleurs, ni de droite, enfin je ne me retrouve nulle part, et c'est bien dommage pour moi, quoi. Mais c'est la vie, c'est comme ça, donc moi je respecte tout le monde, mais c'est pas, là, une fois de plus, la politique n'est pas ma passion, quoi. Donc elle me répond, cette personne. Alors vu les fautes d'orthographe que je vous épargne, je pense qu'elle est vraiment très jeune. Ça ne veut plus rien dire de nos jours, mais bon. Bon là il rend beaucoup de fautes. Elle me répond, pas besoin de soutenir un parti politique pour être d'extrême droite. Pardon. Suffit d'écouter ton contenu réactionnaire et le c'était mieux avant ouin ouin. T'inquiète, tu n'es pas le seul. Merèche, Dirty Tommy sont pareils. Ouin ouin c'est woke. Trop de femmes. Donc j'ai jamais dit de ma vie. Je me dis un peu l'inverse à une époque d'ailleurs. Trop de noirs, enfin bon là, bon. Ouin ouin, même inconsciemment tu es d'extrême droite, bisous. Alors le bisou aussi ça fait très, je pense que la gamine est entre 12 et 16 ans, quoi. Parce que c'est le bisou provoque des enfants, tu sais, enfin quand ils t'insultent. Ouais, t'es qu'un gros con, bisous. Donc je pense que voilà, c'est des semi-trolls prépubères, membres du fan club de Reggie peut-être, je ne sais pas, qui sont venus me voir, et j'ai voulu en parler parce que c'est pas grave. Voilà. Bon, elle m'a répondu ça, j'ai vu qu'en fait elle cherchait pas, enfin c'était pas genre ah mince, bah pourtant j'aurais cru que, tu vois. Non, elle venait juste m'insulter. Du coup, je l'ai bloqué évidemment parce que comme je l'ai expliqué, en fait, bah tu bloques en fait. Enfin, c'est les plus gros youtubeurs qui m'ont expliqué que c'est pas possible de laisser ça dans tes commentaires parce qu'en fait, ça fait chier. Bon, toi, le limite, c'est toi que ça regarde, mais ça fait chier toute ta commu en fait. C'est-à-dire que les gens, mais même moi, ça m'énerve hein, quand je vais sur un youtubeur que j'apprécie et que je veux laisser un commentaire, que je vois qu'il y a des gens qui lui vomissent dessus, mais n'importe comment en plus. Enfin, bref, ça me pète les couilles quoi, évidemment. Donc pour que ce soit propre quoi, oui ça dégage, tu vas pas, c'est comme si quelqu'un il rentre dans ton salon, finalement ta chaîne c'est un peu ton chez toi mais virtuel, enfin sur le net quoi. Donc c'est comme quelqu'un il vient chez toi, il dit est-ce que tu m'autorises à mettre une affiche avec marqué t'es qu'un gros connard derrière? Bien sûr, je t'en prie, moi je suis pour la tolérance. Donc vas-y. Non, c'est pas possible. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que bon clairement elle a le QI d'une huître avariée, ce qui n'est pas très grave hein. Et puis surtout elle connaît pas du tout ma chaîne, parce que là par contre, enfin factuellement, moi il y a des trucs je veux bien, mais après tout, elle aurait pu dire par exemple, ouais, tu dis que t'as aimé Sardou, t'es un sale con de facho, je sais pas quoi, t'aimes Stallone, t'es un gros réac. Tout cela serait faux, mais je comprendrais son mindset de demeurer, tu vois. Mais là, même si des trucs que j'ai jamais dit, mais jamais, enfin je me jamais. Je me suis jamais plaint qu'il y avait trop de femmes, trop de noirs, mais n'importe quoi, enfin bon bref, peu importe. C'est grotesque. Mais je me disais qu'on est vraiment à une époque, il fait pas bon être mesuré dans ses propos, ça c'est sûr, dans ses raisonnements encore moins, et même j'ai envie de dire, on n'est plus au niveau être intelligent ou être teubé, mais c'est que c'est le bon sens en fait, il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien du tout quoi. Et t'en arrives
à donc ouais une époque où ce sont les autres qui savent et décident pour toi, enfin pour d'autres personnes on va dire, de quel bord politique tu es, parce que bah tu ne peux pas le savoir toi-même en fait. Et là je me dis c'est des malades mentaux, c'est des gens qui ont un problème dans leur tête quoi. Parce que moi de tout temps par ailleurs, alors on va me dire oui mais c'est peut-être parce que toi justement tu es apolitique, tu n'as pas de combat en fait. Du coup tu t'en fiches et tu n'as pas ce moteur en fait. Mais moi, quand quelqu'un dans ma vie de tous les jours quoi me disait ah moi je suis de gauche ou ah non moi je suis de droite machin, j'ai jamais pensé qu'il mentait. N'a aucun sens. C'est comme dire ah non, moi j'aime Bon Jovi. Ah non tu mens, t'aimes pas Bon Jovi. En fait tu dis ça parce que enfin non mais vraiment ça va mal dans la psyché de certains quoi. C'est fou. Enfin pour moi c'est des gens dérangés. Je vois pas pourquoi des gens qui te disent qu'ils sont de gauche ou de droite ou qui sont pas de gauche ou pas de droite mentiraient, ça n'a aucun sens. Ou alors c'est parce que tu es tellement convaincu que tu es dans le camp du bien que tu te dis ils sont comme moi finalement au fond d'eux ils ont honte de penser comme ils pensent. Du coup ils veulent faire croire. Mais putain mais quel mec de gauche voudrait faire croire qu'il est de droite pour pas être critiqué ou j'en sais rien. Ou inversement quel mec de droite voudrait faire croire qu'il est de gauche. Enfin bon, ouais. Voilà. Et il y a aussi cette culture de la haine. C'est-à-dire que si tu es d'un bord ou de l'autre, tu dois haïr, mais haïr, hein, pas juste, tu dois haïr les autres. Et là, on sent bien d'ailleurs, voilà, ça dégueule de haine infantile, hein, mais bon, quand même. Et moi, je suis une génération où des gens de droite et de gauche, parce que bon, moi je suis, alors, il y a un autre truc aussi, c'est que moi, je suis un vieux. Donc, moi, je suis une génération où l'extrême gauche et l'extrême droite, c'était des scores mais inexistants, quoi. Voilà. Donc, en fait, t'étais de gauche ou de droite, mais extrême gauche, extrême droite, c'était vraiment pour les enfin voilà, c'était les fascistes ou les communistes, mais enfin il y avait quand même c'était très rare que tu croises quelqu'un qui est dans l'un ou l'autre quoi. Et de nos jours, c'est vrai que c'est devenu complètement l'inverse, la gauche comme la droite se sont rétamés la gueule, ils sont inexistants quoi. Et il ne reste enfin en tout cas dans les sondages, finalement il y a énormément de gens qui sont convaincus d'opinions extrêmes quoi, voilà. Un peu comme l'extrême métal. Et le problème, c'est donc certaines personnes, c'est pas la majorité, mais certaines personnes complètement teubées, qui pensent que ils sont un peu comme des agents d'un centre de dépistage d'opinion politique. Genre, non, tu ne le sais pas, moi je viens t'annoncer que tu es de tel bord, en fait. Et alors sur quoi je me base? Ah bah je me base sur des trucs, voilà, de merde, hein, donc peu importe, c'est ridicule. Et moi la phrase que j'ai adorée, c'est là où je me suis dit quand même, c'est un régal. C'est je suis sûr que la personne est sérieuse. Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est magnifique. Pas besoin de soutenir un parti politique pour être d'extrême droite. C'est-à-dire, alors cette phrase d'ailleurs marche avec l'extrême gauche. Hein, c'est pas une question, c'est un peu un problème d'extrême droite, d'extrême gauche, s'en fout. Enfin, pour moi, les deux m'attirent autant. Donc, je vais vous dire, bon. Là, c'est complètement magique. C'est-à-dire que pas besoin de soutenir un parti politique pour être d'extrême droite. C'est un aveu de bêtise. C'est comme si je te dis, pas besoin de voir des films pour être cinéphile, pas besoin d'aller dans l'eau pour nager. Hein. C'est vraiment, pour moi c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Donc la personne ne sait pas de quoi elle parle, elle sait même pas ce qu'est l'extrême droite. L'extrême droite, comme je vous rappelle 2 secondes, hein, je suis désolé de te le dire si tu me regardes, mais la définition d'extrême droite, c'est mouvement politique. Ah c'est mince, putain c'est ballot, j'étais sûr que non. Oui c'est ridicule, et donc oui, moi je évidemment... ces critères-là, enfin ces trucs-là, c'est tellement stupide. C'est pour moi ça vraiment ça a autant de sens que de dire t'aimes pas le chocolat noir? Ah ouais, t'es d'extrême droite. Ou alors tu préfères le Superman de Donner au Superman de Zack Snyder? T'es vraiment un réac. Voilà. Je rappelle quand même que, enfin notamment pour cette personne, que préférer une époque passée à l'époque présente, c'est pas automatiquement être réac. Hein. Ça s'appelle la nostalgie. C'est être nostalgique en fait, tout simplement quoi. Voilà, il y a des gens qui préfèrent des époques passées pour un milliard de raisons. Et après, tu as le droit, hein, parce que par contre, on n'est pas obligé d'être intelligent. Hein, on a le droit d'être complètement teubé et de décider que toute personne qui estime que y a un truc qui était plus chouette pour eux il y a 30 ans, bah c'est les mauvaises personnes. Voilà, c'est des raclures, c'est des gens... ah ouais, non, ils sont toxiques, c'est des néfastes et tout. Voilà. Ah merde. Donc voilà. Donc bon, je l'ai bloqué. Hein. Enfin, elle et son double, hein, parce que clairement c'est les deux comptes de la même personne. Je voulais quand même, ouais, je voulais en parler parce que je trouve ça triste en fait. Je trouve ça super
navrant, navrant. Mais pas navrant parce que, enfin c'est navrant pour plein de raisons, mais c'est navrant parce que c'est de la violence gratuite, de la haine pour rien, parce que là je te connais pas, qu'est-ce que je m'en fous, enfin bon. Et en même temps, c'est de l'énergie gaspillée, c'est des coups d'épée dans l'eau, enfin. Qui croit que la personne va se dire oh merde, merci de m'avoir prévenu, faut que je change mon mindset et tout, enfin bon voilà. Il m'est arrivé, c'est très très rare hein, que je reçoive des messages insultants et tout, mais ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé dans l'autre sens, je précise quand même. Ça m'est arrivé de me faire, je sais plus pourquoi, on m'avait gueulé dessus en mode ah ouais tu fais le, comment dire, tu fais le jeu de l'extrême gauche, etc. Donc voilà, c'est un peu le souci de cette période qu'on traverse et où les gens ne supportent pas que tu n'aies pas d'opinion tranché, que tu n'aies pas rejoint en fait un camp politique. Et voilà. Ce qui est triste, c'est que c'est pas du tout, enfin moi en tout cas je ne vis pas cette chose-là au niveau de la religion, parce que je suis sans religion. Voilà, j'aurais dû être baptisé, mais je ne l'ai pas été, et j'ai des branches familiales dans tous les sens, donc factuellement, je suis sans religion, sans appartenance religieuse. Ça n'a jamais dérangé mes amis, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Ah merde. C'est triste. Désolé pour cette conclusion un petit peu en mode chafouin, mais on est quand même assez d'accord que le mieux c'est quand même d'en rire. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.